to make it more Matisse-like. And what? I would like to see any expert or any museum director or any art dealer would know which one is a Matisse and which one is by Elmire. And I'm ready to accept the challenge. Elmire donne l'image d'un provocateur, d'un homme attiré par la lumière. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Tu vois, Elmire, c'est pas genre de mec qu'on remarque dans une pièce. Il parle doucement, il sourit un peu trop poliment. Mais derrière, c'est un cerveau qui observe tout, absolument tout. Il est né en 1906 à Budapest, famille noble, milieu aisé, beaucoup d'éducation, le genre de décor qui te donne un nom compliqué à prononcer, mais surtout, une pression silencieuse de réussir comme il faut. Très tôt, on capte qu'il a un don. Il dessine, il peint, il reproduit ce qu'il voit avec une facilité presque insolente. Ses profs le regardent comme un futur maître. Mais lui, il doute déjà, il aime pas vraiment ce qu'on attend de lui. Et surtout, l'histoire autour de lui commence à s'écrouler. On est en Europe, le siècle ne va pas être sympa. La guerre approche, l'antisémitisme grimpe et Elmire, il est juif. Aristo, juif, artiste, c'est pas exactement la combinaison gagnante en 1930. Alors il se sauve, il fuit les regards, les étiquettes et papiers d'identité. Il bouge tout le temps, Paris, Berlin, Lisbonne, Madrid. Et il peint, toujours. Et ses toiles, signées Elmire, n'intéressent personne. Trop classique, trop académique, trop pas dans l'air du temps. Et là, au détour d'une conversation, quelqu'un lui glisse. Tu sais, si tu peignais du Matisse ou du Modigliani, ça se vendrait bien plus vite. C'est pas une blague, c'est une porte. À ce moment-là, Elmire n'est plus juste un faussaire, il est devenu une sorte d'ombre qui traverse l'histoire de l'art sans jamais y figurer. Et ironiquement, c'est là qu'il commence à prendre goût à ce rôle. Il vend des dizaines de toiles, certaines finissent dans des musées, d'autres dans des ventes aux enchères estampillées authentiques, validées par des experts renommés. Les journalistes, les critiques, les marchands, tout le monde valide. Tout le monde croit voir du Matisse, tout le monde veut y croire. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'ils sont en train d'admirer Elmire. Et plus le mensonge grandit, plus il devient beau. Parce que ce n'est plus une simple arnaque, c'est un miroir. Un doigt pointé vers le système qui juge, qui étiquette, qui transforme une toile en prix et un nom en valeur marchande. Elmire n'a plus besoin de reconnaissance. Il a trouvé mieux. L'invisibilité. Il existe partout, sans jamais être vu. Et cette position-là, c'est presque une forme de liberté. Mais tu le sens, non ? Ça peut pas durer éternellement. C'est jamais une énorme erreur qui fait tout basculer, c'est toujours un détail. Un truc minuscule. Un faux qui se retrouve au mauvais endroit, ou un expert qui cette fois lève les yeux un peu plus longtemps que d'habitude. Dans le cas d'Elmire, c'est un journaliste. Clifford Irving. Il enquête, il cherche, il creuse. Et à force d'entendre parler d'un mystérieux faussaire qui vivrait à Ibiza, il le trouve. Et là, tout sort. Les fausses toiles, les fausses signatures, les faux certificats. Et derrière tout ça, Elmire, calme, presque amusé. Il est arrêté brièvement. Jugé. Mais tu sais quoi ? Il ne prend presque rien. Quelques mois, même pas dans une vraie prison. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas si facile à condamner. Les œuvres qu'il a vendues, il ne les a pas signées lui-même du nom des artistes. Ce sont souvent les marchands qui ont ajouté les signatures. Et puis surtout, personne ne veut admettre cette fête à voir. Alors Elmire ressort, libre, toujours aussi seul. Il finit sa vie sur une île, entouré de ses toiles, ses propres toiles, celles qu'il signe enfin, de son vrai nom. Mais personne ne les achète. Et c'est peut-être ça, le plus triste. Quand il mentait, on voulait de lui. Quand il a dit la vérité, plus personne ne regardait. Peut-être qu'il était juste un homme qui voulait te regarder. Pas applaudi, pas encadré, juste vu, mais à sa façon. Parce qu'au fond, Elmire, il a jamais volé d'argent, il a volé de l'attention, de la crédibilité, de la confiance. Et cette confiance-là dans le monde de l'art, elle vaut plus que l'or. Il n'a pas brisé des vies, il a juste montré, en silence, que les plus grands experts pouvaient se tromper. Que derrière chaque tableau, chaque chef-d'œuvre, il y a surtout une croyance, un mythe, qu'on entretient, qu'on vend, qu'on s'offre pour se sentir important. Et lui, Elmire, il a joué avec ça, comme un enfant joue avec des allumettes, pas pour faire brûler la maison, juste pour voir jusqu'où ça va. Tu vois, c'est peut-être ça la vraie tragédie. Il avait un talent immense,
Mais il n'avait pas de nom, pas de place, pas de signature. Alors il a emprunté celle des autres, pas pour les trahir, mais parce que c'était la seule façon qu'on le laisse entrer. Voilà, c'était l'histoire d'Elmire de Horry. Si t'es encore là, c'est que t'as écouté jusqu'au bout. Et franchement, merci. Si t'aimes ce genre d'histoire, un peu flou, un peu oublié, tu peux t'abonner. Ou juste revenir un jour si t'en as envie. Ici, on parle pas pour choquer, on parle pour comprendre. Et si on peut le faire ensemble, c'est encore mieux. À la prochaine.